une notion de la nation camerounaise avant même que l'État camerounais existe. Donc il y a quelque chose, il y a un ADN de la résistance au sein de ce pays et il faut qu'on se perçoive comme des continuateurs de cette lutte, de ce combat et qu'on sorte de toute résignation, de tout fatalisme. Moi, le mot d'encouragement que j'ai envie d'avoir, c'est pour les presque 2000 personnes prisonniers politiques qu'on a arrêtés, qu'on a raflés un peu partout dans le pays, juste parce qu'ils avaient protesté contre un énième hold-up électoral. C'est à ces gens-là que je pense, et c'est par rapport à ces gens-là qui sont injustement incarcérés dans des conditions catastrophiques, dans des conteneurs. Certains n'ont même pas eu de procès. C'est pour ces gens-là qu'il faut qu'on se lève. C'est pour ces gens-là qu'on sorte de la fatalité et de la résignation, et c'est tout le sens finalement de Kémy Séba qui insiste pour que justement l'antenne, l'ONG Urgence panafricaniste soit présente en cette période critique de basculement actuellement pour le Cameroun. Et le port autonome de Douala, il faut dire que c'est l'un des poumons importants de la vie au Cameroun, poumon économique, oui, poumon économique. Emmanuel Coco, jusqu'ici, on se demande finalement, peut-être pas qui a tort, qui a raison, mais il faudrait qu'il y ait une décision qui va arranger tout le monde. Parce que de l'autre côté, vous avez des emplois, des personnes qui vont aller au chômage, de l'autre. Bref, il y a tout ce désordre, mais à la fin, c'est le citoyen qui devrait être la priorité. C'est pour ça qu'il faut faire appel à la sagesse. J'insiste sur la sagesse des personnes qui vont tenir cette réunion-là, qui vont donner des résolutions finales. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des deux parties. Sur le plan social, oui, LGS, la fermeture va faire mal parce qu'un tour de ce côté a vu les bureaux fermés, bref, ça va aller au chômage de ce côté-là. Tu as Transatlantique également qui se met en place, qui a recruté en même temps, qui pourrait, pourquoi pas, pour des besoins d'équité ou alors de consensus, aller prendre quelques ex-employés de LGS, bref, des trucs pareils. Moi, c'est moi qui imagine, pourvu que la paix revienne dans le port. Chacun est fondé sur des décisions qui donnent droit de faire telle ou telle chose, mais toujours est-il que tout ça, on est en train de vouloir gripper un secteur très important de la vie nationale, le port autonome de Douala. Je rappelle que lors de la campagne présidentielle dernière, le régime en place a présenté, bref, le port faisait partie des pôles d'excellence. Et ce n'est pas que le dire. Le port autonome de Douala. Était présenté comme un pôle d'excellence. Et en tout de ce côté, véritablement, vous prouve que les choses bougent à travers les différentes régies. Et ce qui réjouit davantage, c'est que c'est tenu par des Camerounais. Comme l'invité l'a dit, il faut mettre en exergue l'intelligence, la compétence locale. Et on se rend compte que ce soit au niveau de la régie de dragage, régie RTC, que ce soit régie sécurité et les autres régies qui sont au port, on voit les avancées. On voit même en termes de chiffre d'affaires, on fait savoir que ce qu'on gagne actuellement est de loin, mais alors de loin ce qu'on gagnait avant. Donc, il faut vraiment que cette réunion débouche sur des résolutions qui vont contenter les deux parties. Certainement l'actualité, et vous nous avez écouté en parler avec Emmanuel Coco tout à l'heure, lorsqu'on parle du port autonome de Douala. On se rappelle que sous la gestion de Sirius Ngor, le Cameroun le port autonome de Douala est redevenu camerounais véritablement. Souverain. Voilà. C'est très intéressant ce que vous me dites parce que lorsque Kémy Séba était venu au Cameroun, c'était en janvier 2024, on avait été reçu par les plus hautes autorités du port de Douala. On avait eu droit à cette visite dans le mini-bus et le guide, pas touristique, mais en tout cas de la visite, nous avait expliqué un peu le processus qui avait conduit le Cameroun à se réapproprier la mainmise sur le port et à nous expliquer la différence de cadence qu'il y avait entre l'époque où le port était géré par Bolloré et l'époque où il est géré par les prestataires camerounais. Et on s'était rendu compte, en tout cas en expliquant les visites de notre informateur, que les choses allaient bien, qu'il y a un génie local, qu'il y a des entreprises qui sont compétentes, mais c'est souvent les liens incestueux entre des grandes multinationales et un certain pouvoir politique opaque qui faisait que finalement on ne pouvait pas mettre à contribution l'intelligence et le génie créatif camerounais. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir. On a souvent tendance parfois par afro-pessimisme à penser que nous n'avons pas les solutions en nous pour administrer et gérer nos propres pays. Je pense que l'exemple du port de Douala en est l'illustration. Lorsqu'il y a une volonté politique locale, lorsqu'il y a une économie qui est guidée par une politique souverainiste, il y a des possibilités de développement pour le Cameroun. Bien entendu, tout n'est pas rose, tout n'est pas, et le problème dont vous parlez, on atteste, tout ne va pas forcément parfaitement bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une volonté politique, tout ce qui est fait peut être géré par les Camerounais eux-mêmes. On est un pays qui a
qui avons d'énormes ressources intellectuelles, ressources humaines. Et donc, nous avons la possibilité de pouvoir gérer les choses de nous-mêmes. Mais c'est le politique qui doit donner l'impulsion, qui doit donner le là. Et ce n'est qu'une question finalement pas d'endurance, mais de persévérance et de continuité politique. C'est ce dont le Cameroun a principalement besoin. Est-ce que le Cameroun ne faute justement pas à ce niveau? C'est-à-dire que lorsque vous mettez sur pied quelque chose de bien, qui commence à produire, là, tout le monde sort. Est-ce que Sirius Ngor n'est pas victime justement du bon travail qu'il a fait là-bas, ou simplement la société SGS est véritablement dans son droit? Il y a un adage qui dit que le poisson pourrit par la tête. Le Cameroun, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, a besoin de remettre au centre le principe de la méritocratie. La méritocratie, c'est finalement la récompense de la compétence, de l'excellence, de l'intelligence. Et c'est ce qui normalement, doit orienter le politique à placer les plus compétents aux postes stratégiques. Or, lorsque dans les postes stratégiques, vous placez des personnalités par rapport à du clientélisme, par rapport à du copinage, par rapport à des liens ethniques, forcément, vous ne mettez pas aux postes les plus importants les gens les plus compétents. Et donc, quelqu'un qui est médiocre, quelqu'un qui est là par copinage et qui n'a pas finalement une expertise poussée sur une question, sur un domaine qu'il administre, en tout cas qui relève de sa gouvernance, ne peut être que dérangé de voir quelqu'un qui a des idées, qui va aller plus vite, qui va réaliser de plus grandes économies, qui va faire preuve un peu d'intelligence. Et donc c'est le principal problème de fond qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, c'est que la gouvernance actuelle, depuis un peu plus de 43 ans, a mis le Cameroun un peu sur le bouton pause. Et donc les choses ne vont pas au rythme où elles devraient aller. Quand vous voyagez à l'étranger, dans n'importe quel pays, que ce soit en Afrique ou que ce soit même en Europe, lorsqu'il y a une communauté africaine, lorsque vous avez un commerce, un restaurant, un coiffeur, il est principalement tenu par un Camerounais. Vous avez même des Camerounais qui brillent dans les milieux de la tech, dans les milieux de la banque, de la finance. Donc c'est un véritable gâchis que de voir toutes ces intelligences qui ne sont pas mises à contribution pour relever un pays. Voilà, donc je pense que c'est ce principe de la méritocratie qu'il faut remettre, qu'il faut implémenter au centre de la gouvernance camerounaise. Diéouti, coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste, fondée et présidée par Kémy Séba. Bonjour et bienvenue sur Balafon. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes également l'un des proches collaborateurs de Kémy Séba. Vous êtes son conseiller politique, je pense que c'est bien ça. Il se porte bien. Il va bien, il est résilient et toujours d'attaque. Toujours d'attaque malgré l'information qu'on connaît, notamment ce mandat d'arrêt international émis contre lui depuis quelque temps, je pense par le Bénin précisément. Jusqu'ici, aucune actualité ne filtre sur où il se trouve. Non, il est là où il doit se trouver. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Le pouvoir en place actuellement au Bénin a tendance un peu de vouloir enterrer les problèmes enterrer la poussière sous le tapis. Il y a énormément de choses qui ne vont pas au Bénin. Et au lieu d'affronter les problèmes de manière frontale, de les poser sur la table et d'être dans une logique de réconciliation, d'assises nationales, ce régime en perte de vitesse est tenté de lancer un peu des cibles sur celles et ceux qui seraient susceptibles de le déranger, juste parce qu'ils pourraient contribuer à ouvrir un peu les yeux des populations. Vous êtes Camerounais. C'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, je pense que la dernière séquence politique a montré que les choses ne vont pas bien au Bénin. On a vu ce qui s'est passé aux récentes élections législatives, avec un simulacre de scrutin, avec une assemblée qui va être monocolore. Je pense que les gens se sont rendus compte réellement de la véritable nature liberticide du régime béninois. Et ce qu'on observe au Bénin, on l'observe en Côte d'Ivoire, on l'a observé en Guinée-Conakry, on l'a observé ici au Cameroun, où on a des processus démocratiques qui non démocratiques que le nom, mais on est véritablement en face de régimes qu'on pourrait qualifier de démocrature. Mais les choses évoluent, l'Afrique avance, et tout cela prendra bientôt fin. Eri Diéouti, vous êtes Camerounais, vous suivez. Invité Eri Diéouti, coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste, présidé et fondé par Kémy Séba. Eh bien, il est toujours avec nous. Je rappelle que l'ONG Urgence panafricaniste fête déjà ses 10 ans d'existence avec des antennes dans une majorité des pays d'Afrique francophone et même des Caraïbes. Vous avez à vos actifs, on peut citer notamment des actions contre le franc CFA, la sensibilisation contre les prestations économico-militaires, mais également des actions sociales, notamment une intense activité de distribution
distribution de kits de première nécessité contre la Covid. On se rappelle, c'était en 2020 précisément. Mais pour revenir un tout petit peu au franc CFA, Eri Diawuti, la situation monétaire de la CEMAC inquiète énormément. D'ailleurs, un sommet d'urgence se tient aujourd'hui à Brazzaville. Le ministre des Finances représente le président Paul Biya, côté camerounais. Ils vont se réunir pour tenter de trouver des solutions aux risques qui pèsent sur la stabilité monétaire et financière de la sous-région, entre autres. Certains ont vite fait d'évoquer le franc CFA, mais pour certains, non, on ne va pas parler d'évaluation du franc CFA. Pour d'autres, il faudrait même quitter complètement le franc CFA. Je pense que c'est également votre avis du côté de l'ONG Urgence panafricaniste. Alors l'ONG Urgence panafricaniste avait mis en place à l'époque, fin 2016, début 2017, la mise en place qu'on appelait le Front anti-CFA. Donc le Front anti-CFA, c'était un rassemblement, un agrégat de différentes organisations de la société civile qui s'étaient emparées de cette question. La question monétaire était auparavant étudiée par des écrivains, par des intellectuels, mais elle était encore une espèce de niche et elle ne permettait pas les problématiques ne touchaient pas les populations dans leur majorité. Or, pour qu'il puisse y avoir des évolutions, pour qu'il puisse y avoir des changements, pour que les politiques puissent être impactées par le travail de la société civile, il faut que ces politiques puissent sentir qu'il y a une espèce de mouvement populaire et qui impose cette question dans l'agenda politique de nos dirigeants. Donc c'est ce qui avait été fait de manière brillante dès 2016 par notre ONG et on a connu le pic avec le fameux épisode de Dakar où le président Kémy Séba avait brûlé le billet du franc CFA. Et c'est là que s'est amorcé une succession de réformes qui ont bien pris au niveau de l'UMOA, puisqu'on est en train de réfléchir à la mise en place de l'ECO. Mais on constate qu'au niveau de la CEMAC, les choses vont encore un peu plus lentement. Mais finalement, les lenteurs au sujet de la question du franc CFA ne sont que le reflet des pesanteurs qu'il y a au niveau de la gouvernance en Afrique centrale. Que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit le Gabon, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Guinée, ou le Tchad, on est avec des régimes qui majoritairement sont liberticides et qui n'ont pas cette culture de la circulation des idées. Or, ce débat monétaire, c'est un débat salvateur. C'est un débat normalement qui devrait permettre un peu de trouver des solutions en nous, pour une véritable émancipation, pour un véritable décollage économique, mais c'est comme si finalement... Est-ce que vous pensez que ce décollage justement de la CEMAC, pour le cas de la CEMAC, passe forcément par un changement Il n'y a pas de solution miraculeuse. Ce que notre organisation souhaite, c'est qu'on puisse avoir un peu... On en revient toujours un peu à la même chose, à cette libération des énergies. Qu'on puisse y avoir des débats, qu'il puisse y avoir des débats au niveau des parlements, qu'il puisse y avoir des débats au niveau des partis politiques, qu'il puisse y avoir des débats au niveau des organisations sous-régionales. Or, ces questions ne peuvent pas être débattues si... Dans les gouvernances internes de ces pays, on a déjà l'habitude de ne pas tenir compte des attentes des populations ou, entre guillemets, s'il n'y a pas de vivacité intellectuelle. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'en sortant du franc CFA, automatiquement, l'Afrique centrale va connaître un rythme de croissance élevé et que ce sera la fin des problèmes. Ce que l'on souhaite juste, c'est qu'il puisse y avoir une véritable culture, une véritable participation citoyenne sur des questions fondamentales sur l'évolution de l'Afrique. Or, il ne pourra pas y avoir de véritable évolution, de véritable ouverture, de véritable questionnement sur ces questions au niveau d'organisations sous-régionales parce que les personnes qui sont en charge de ces débats n'ont pas de culture démocratique au sein de leurs propres États. Et le problème, il vient principalement de là. C'est-à-dire qu'on a des États avec des présidents qui sont mal élus et qui sont plus ou moins en connivence avec des dirigeants étrangers, occidentaux, qui, eux, en revanche, ont tout intérêt à maintenir ce système qui finalement facilite l'évasion fiscale, facilite l'enrichissement de ces multinationales au détriment de nos champions nationaux, au détriment de nos économies. Et c'est un peu prendre le problème à l'envers que de faire un rassemblement de dirigeants politiques mal élus avec des organisations sous-régionales non démocratiques où les principaux membres sont nommés et non pas élus. Et donc il ne peut rien sortir de bon à tout cela et cette logique est contraire à celle qu'on a voulu implanter avec ces différents rassemblements, ces différents débats, ces différentes réunions qu'on a voulu faire avec des représentants de la société civile, avec des intellectuels, avec des travailleurs sociaux, avec des investisseurs. Et c'est de ce mouvement de convergence et de mélange des idées qui pourra véritablement sortir une solution pérenne pour le développement de nos pays. Est-ce que Urgence panafricaniste, votre ONG, il est dit tout sauf les multinationales étrangères? Non, ça c'est encore une vision, je ne parle pas pour vous, mais c'est une vision un peu caricaturale qu'ont fait les services d'information et de communication france-africains. Un jour, on nous dit que nous sommes pro-russes et qu'on veut quitter le colonialisme français pour aller vers la Russie. Un autre jour, on nous dit qu'on est anti-blanc. Première chose, il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Ça n'existe pas. Parce que s'il y avait véritablement un sentiment anti-français en Afrique, on aurait des histoires de lynchage, on aurait des blancs qui seraient tués à la machette ou je ne sais quoi. Or, n'importe quel occidentaux, n'importe quel français peut circuler le plus librement dans la majorité des pays africains. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on soit dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Ce que nous souhaitons, c'est de sortir des logiques de prédation économique, d'exploitation, qui font que des entreprises étrangères soient gagnantes en exploitant nos richesses, avec des contrats qui sont mal ficelés, avec des contrats qui échappent à toute transparence et qui profitent finalement à une petite caste, une petite oligarchie politique locale corrompue qui tire son intérêt d'arrangements
opaque avec ces multinationales. Donc que ce soit la Turquie, que ce soit la Russie, que ce soit, je sais pas moi, la Chine, que ce soit l'Inde, l'Afrique doit pouvoir être capable de tirer son épingle du jeu en diversifiant les partenariats et en étant capable d'imposer ses clauses, d'imposer ses exigences pour qu'elles soient respectées au niveau de rentrée financière des marchés, mais également qu'elle puisse imposer ses normes de respect écologique. Est-ce que vous avez l'impression que ces discours passent au sein des Africains, des pays africains? Est-ce que ce discours passe tellement que justement de plus en plus de pays africains ont été obligés de tenir compte de cette évolution du seuil critique des populations qui sont dorénavant de plus en plus exigeantes. Dans un monde où vous avez Internet, vous avez les télévisions satellitaires, où les gens voyagent de plus en plus, ils se rendent compte qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Ils se rendent compte que l'Afrique, c'est un peu ce mendiant qui est assis sur un banc en or, qui ne sait pas qu'il est assis sur un banc en or et qui mendie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des comportements, je pense qu'il y a des trahisons de nos hommes politiques qui ne peuvent plus passer en 2026, pardon. Et c'est ce qui finalement, cet éveil des consciences n'est que la conséquence, non pas des politiques, parce qu'ils ont majoritairement failli en Afrique, mais c'est la conséquence finalement de cette société civile qui est en ébullition et qui renouvelle les formes d'investissement politique, d'intelligence pour que justement le changement puisse s'opérer. On a une Afrique qui refuse la résignation, qui refuse le fatalisme et qui n'a pas de xénophobie, qui n'a pas de haine envers l'étranger, mais qui souhaite juste que ces entreprises étrangères exploitent nos ressources dans le respect des pays dans lesquels ils sont. Mais pour cela, il va falloir que le personnel politique soit à la mesure de ces enjeux. C'est tout le problème. Vous suivez l'actualité internationale. Le cas du Venezuela intéresse, mais parle également à l'Afrique. Selon certains, est-ce que vous pensez que certains pays africains seraient également dans le viseur? Mais c'est pas qu'une pensée, je pense que c'est déjà avéré. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria avec les frappes de Trump. L'Afrique ne découvre pas la prédation, l'exploitation et les rivalités des puissances européennes. C'est quelque chose qu'on vit dans notre chair depuis plus de 500, 600 ans, depuis l'époque des traites négrières. Les traites négrières, c'est une concurrence. La traite esclavagiste, c'est une concurrence des puissances occidentales pour s'accaparer la richesse, les forces humaines noires. Donc c'est un phénomène qu'on connaît très bien. La mondialisation, c'est pas quelque chose qu'on vit de manière récente. Et donc nous sommes plus ou moins préparés à cela. L'exemple du Venezuela, je pense, vient nous rappeler que lorsqu'on se décide à combattre l'Occident, parce que c'était un peu la logique du Venezuela, on ne fait pas uniquement qu'à travers les slogans. Je pense qu'il faut qu'on sorte de tout angélisme. Il n'y a pas le méchant Trump et le gentil Maduro. Je pense que Maduro, qui a pris la succession de Chavez, n'avait pas l'épaisseur intellectuelle que pouvait avoir son prédécesseur. Et je pense aussi qu'on avait finalement, avec le temps, une clique de généraux qui s'étaient partagés la manne pétrolière, qui s'arrangeait avec certains pays, notamment la Chine, mais qui n'a pas été capable de résoudre la question sociale. Si vous vous opposez à l'Occident, mais que vous n'êtes pas capable d'être efficace sur la question de la justice sociale, c'est une guerre perdue d'avance. Parce que l'Occident, avec ses moyens militaires, avec ses moyens de soft power, avec ses agences de renseignement, s'organisera pour vous faire tomber. Donc je pense que ce qui se passe au Venezuela doit alerter nos dirigeants africains et surtout met en lumière la désunion en Afrique sur finalement la position à tenir par rapport aux États-Unis. Vous avez le Nigeria qui a décidé de se coucher, de se soumettre totalement aux États-Unis. Vous avez l'Afrique du Sud qui prend le chemin inverse, qui décide de s'engager un peu plus dans la voie avec des BRICS. Et cette désorganisation, cette cacophonie, cette dissonance, en tant qu'Africain, me pose véritablement problème parce que je ne pense pas que le salut de l'Afrique passera par les États-Unis ou bien par les BRICS. Je pense que la première chose qu'on doit être capable de faire, c'est de mettre en place une politique de défense africaine. Pour qu'il y ait une politique commune de défense africaine, il faut qu'on soit capable de partager des intérêts communs. Mais quel est le point commun ? Qu'est-ce qui peut rapprocher l'Afrique du Sud dans son hostilité avec les États-Unis du Gabon, où vous avez le président Oligui qui rentre de son voyage à la Maison-Blanche avec une casquette sur la tête MAGA, Make America Great Again. Vous avez tous vu cette image qui infantilise nos présidents, quand on sait l'idéologie sous-jacente du mouvement MAGA, quand on sait le peu d'affection, d'amour qu'ils portent aux hommes noirs, voir un président de la République porter une casquette de ce mouvement, dit beaucoup de choses finalement sur l'irresponsabilité et la candeur de nos dirigeants, mais c'est pour ça qu'on s'efforce de faire en sorte qu'ils puissent laisser la main et qu'on puisse voir ces dirigeants. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération finalement de décideurs politiques africains qui soient conscients de la férocité de ce monde. Ce monde qui vient... Vous pensez qu'ils ne sont pas conscients ? Non, je pense qu'on est revenu presque à une logique de guerre froide où chacun défend ses intérêts égoïstes.
Voilà. Moi, je ne vais pas me fâcher avec Trump, donc je vais de son côté. Est-ce qu'il faut que je me positionne sur ce qui se passe à Gaza? J'ai peur parce que si je me positionne, je vais me fâcher avec l'Occident, donc je me mets de côté. Donc chacun fait ses petits calculs d'apothicaire, ses petits calculs égoïstes. Vous avez le Rwanda qui est dépeint comme un modèle de développement économique, mais qui en même temps a fait reposer son développement économique sur la prédation de son voisin au Nord Kivu. Donc du coup, finalement, quelle valeur donner à ce développement? Si se développer, c'est piller son voisin et le laisser dans la pauvreté, et pour recevoir les satisfecits de l'Occident, je ne sais pas si on peut parler d'un véritable modèle. Donc tous ces égoïsmes nationaux, finalement, ne vont pas contribuer à la relève de ce continent, parce que c'est en avançant comme ça en rang dispersé qu'on finira tous, in fine, dans le ravin. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait une responsabilité. Ils sont conscients de leur forfaiture, ils sont conscients de leur trahison. Maintenant, il faut que notre génération soit capable de les pousser dans les poubelles de l'histoire une bonne fois pour toutes, et qu'on puisse voir l'avènement de dirigeants véritablement souverains, pas caricaturaux, pas anti-ceci, pro-cela, juste des dirigeants qui soient capables de défendre les intérêts de leur pays et par extension du continent africain. Et il y a également, quand on parle d'actualité internationale, il y a les États-Unis qui ont annoncé que toutes les demandes de visa d'immigration permanente aux États-Unis sont suspendues pour tous les ressortissants camerounais. Il n'y a pas que le Cameroun, d'autres pays également sont concernés. Est-ce que cela pourra avoir... Pour certains, c'est des puisières. Je vais essayer de vérifier, c'est effectivement des puisières pour le cas du Cameroun. Est-ce qu'une mesure comme celle-là pourra donner une autre configuration du monde? Vous savez, c'est souvent la phrase que tient notre président Kémy Séba. Il se réjouit toujours lorsque l'impérialisme nous montre son visage le plus hideux, parce que finalement, ça nous permet de nous organiser. Donc pour vous, c'est une bonne nouvelle. Lorsque l'impérialisme se pare du manteau de la vertu, parce que sous la gouvernance Obama, c'était un peu ça. On avait un président noir, et on disait qu'il était cool, il jouait au basket, il mangeait des hamburgers. Et les Africains se disaient « Ah, on a un frère à la Maison-Blanche ». Non, on avait juste un noir président de la première puissance impérialiste mondiale, mais qui, pour autant, n'a pas infléchi la politique africaine. Je vous rappelle que Kadhafi a été éliminé sous la gouvernance d'Obama. Donc, quand on a un président comme Trump, qui ne se comporte pas comme un renard, mais comme un véritable loup, ça nous permet finalement de savoir, de comprendre dans quel monde nous vivons et de nous organiser. Dites-vous que à chaque déclaration que Trump fait sur l'Afrique, quand il parle de l'Afrique comme étant un rassemblement de pays de trous de merde, c'est son expression, quand il considère l'Afrique juste comme une arrière-cour dans laquelle l'Africom doit parader et doit défendre ses intérêts économiques, quand Trump se gargarise d'avoir fait un accord minier en RDC qui va dans le sens de ses intérêts alors qu'il a un profond mépris des populations du Congo, tout ça finalement permet aux Africains de se rendre compte du mépris que ces gens, que l'Occident ou bien que le monde entier, parce que c'est pas que l'Occident, parce qu'on peut aussi parler de la Chine qui est en Afrique le premier partenaire commercial, mais qui finalement en termes d'exploitation, en termes de ravage écologique et en termes de contrats iniques peut aussi se fait également remarquer. Donc tout cela contribue finalement à faire comprendre aux Africains que dans cette guerre, dans cette férocité, dans cette opposition, cette compétition mondiale, s'ils se continuent à se comporter comme des agneaux, ils seront dévorés tout crus. Et je pense que ça nous responsabilise. Tout ce qui nous indigne, tout ce qui nous met en colère, tout ce qui nous vexe un peu dans notre ego quand on voit comment un président comme Trump parle de l'Afrique, ça ne peut qu'être positif et bon dans la prise de conscience et la responsabilité des Africains. Il faut que l'Africain se responsabilise. Son avenir ne dépendra que de lui-même, ne dépendra pas de l'ONU, ne dépendra pas de la France, ne dépendra pas de l'Occident, ne dépendra pas de partenariats bidons, toutes ces solutions finalement qui ne sont qu'une forme déguisée de néocolonialisme. Donc selon vous, l'Afrique devrait tirer son épingle du jeu au vu de la situation? Mais elle devrait, mais le problème c'est qu'on a un personnel politique en dessous de tout et qui n'est pas capable de réagir. Vous n'avez pas vu une seule réaction diplomatique, que ce soit l'Union africaine, que ce soit... les pays concernés. Oui, en termes de rétorsion. Vous avez les pays de l'AES qui, lorsque finalement ils ont été soumis à ce régime de restriction des visas, qui ont fait une mesure de rétorsion. Oui. Tu m'empêches de venir chez toi, moi aussi j'empêche les gens de venir chez... C'est le béaba. C'est le béaba finalement quand on est avec une diplomatie, avec des dirigeants qui se respectent et qui ont une haute estime d'eux-mêmes et des intérêts de leur nation. Ce n'est pas le cas pour la majorité des pays africains, mais ce n'est pas étonnant parce que la majorité des dirigeants de ces pays africains sont mal lus, ne sont pas légitimes, ne sont pas en phase avec les aspirations des populations. Donc finalement, tout cela, en fait, il y a un sens, il y a une dynamique qui ne peut qu'aller en faveur d'un renouvellement de la classe politique. Est-ce que quelqu'un qui a faim a la force pour combattre? Les Africains ont faim. Est-ce que vous pensez que dans cet état des choses, ils peuvent véritablement avoir la force de mener ce combat? Je me porte toujours en faux sur cette idée qui consiste à dire oui, mais un ventre qui a faim ne peut pas penser, ne peut pas réfléchir. Vous avez des populations qui ont... Non, il peut penser, mais est-ce qu'il peut mettre en application ce qu'il pense? Mais parce qu'il a faim. Tout n'est qu'une question de volonté. Il faut qu'on assiste à partir de maintenant au triomphe de la volonté. C'est la volonté qui accouche des plus grandes idées et des plus grands changements.
Rappelez-vous de cette guerre qu'il y a eu entre les États-Unis et le Vietnam. On a eu la première puissance économique, militaire, technologique, qui sont partis dans un piège vietnamien et qui ont été vaincus par des gens qui n'avaient pas des armes sophistiquées, mais qui avaient l'amour de leur patrie, l'amour de leur terre, de leur nation chevillé au corps. Et ben, c'est ce qu'il nous faut. Quand vous avez faim, quand vous avez conscience finalement que vous avez faim, mais il y a la nourriture, il y a de quoi manger, mais j'ai faim. Donc ça doit être le début d'un questionnement. Si finalement je ne mange pas, si finalement j'ai faim, c'est pas parce qu'il n'y a pas à manger, c'est parce qu'il y a à manger, mais c'est mal réparti. Qu'est-ce que maintenant je peux faire pour qu'il y ait une meilleure répartition? Qui devons-nous dégager pour qu'enfin nous puissions avoir une gouvernance, comme je disais tout à l'heure, qui mette au centre la méritocratie? C'est ce mouvement-là que la société civile doit impulser et doit faire en sorte que le citoyen camerounais ou africain de manière générale sorte du fatalisme, arrête de s'habituer. Il y a un mot souvent qu'on célèbre, qu'on loue au Cameroun, on parle de la résilience, en disant que oui, les Camerounais sont résilients. Et puis on est devenu fiers de ce terme. Mais vous savez, hein, pas d'eau, pas d'électricité, des ordures qui jonchent le sol, des infrastructures routières qui sont des... Vous allez au village, vous allez pour un mariage, finalement, le mariage se transforme en deuil. Les hôpitaux, n'en parlons même pas. Pour moins que ça, dans une majorité de pays africains, je peux vous dire que la situation se serait envenimée, aurait explosé. Donc il faut qu'on arrête un peu avec cette célébration de la résilience camerounaise. Cette résilience, il faut qu'on se le dise et on doit tous s'inclure dedans. Finalement, n'est que le symptôme d'un fatalisme, n'est que le symptôme d'une renonciation. Il y a une âme, il y a une ADN camerounaise de la résistance. On parle de panafricanisme, un parti comme l'UPC ou même un Douala Mangabel avait